Et cet après-midi, on passera complètement à autre chose, où on parlera de transformation managériale, agile, non fragile. Et cet exposé sur la transformation managériale sera faite par M. Slim Nesfar. Il est directeur en informatique de l'Université de France-Comté. Il est diplômé des études approfondies de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires et l'Université de Marne-la-Vallée en France. Il est ingénieur en informatique fondamentale de l'École nationale des sciences de l'informatique. Voilà, son profil est assez riche comme ça. Et sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Il va donc parler de la transformation managériale agile, non fragile. Le podium est à vous, monsieur. Merci. Merci, madame. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à l'audience, merci aux membres, merci au bureau de m'avoir invité. C'est une très belle occasion pour partager avec vous cette thématique qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre. Transformation managériale, agile, fragile, etc. À vrai dire, moi je vais commencer par quelque chose que j'ai vécu dernièrement, juste post-Covid. J'étais dans une conférence et il y avait quelqu'un qui parlait de l'incertitude. Et durant toute sa conférence, peut-être à 4-5 reprises, il disait que la période post-Covid, il y avait trop d'incertitude. Et moi, j'ai eu une petite réflexion. Au final, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a déjà vécu une situation où il n'y avait pas d'incertitude ? Finalement, on vit de l'incertitude au quotidien. Peut-être c'est vrai. C'est vrai que la partie Covid, la période post-Covid, on avait tous le même problème. Donc c'est pour cette raison que ça a donné de l'ampleur. Mais même sur 2 conférences, il m'a semblé, si la mémoire ne me trahit pas, il y avait des personnes qui ont parlé de VUCA. C'est pour ça que je parle d'incertitude. Monsieur Jean-Christophe ? Jean-Pierre, oula. Le Jean est bon, donc ça va. Très bien. Alors, Jean-Pierre avait parlé de VUCA, de volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. La volatilité, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de changements par rapport au comportement de vos collaborateurs, mais aussi par rapport au comportement de vos utilisateurs. Vous-même, pas seulement dans le monde professionnel, même dans la famille, avec vos enfants, je pense qu'il y a un changement de comportement. Ouais. Donc, cette volatilité est suivie par une incertitude où on ne sait pas et on n'est pas sûr où on va. Cette incertitude a été accentuée de plus en plus du fait qu'il y a de la complexité. Et lorsqu'on dit de la complexité, c'est qu'il y a une multiplicité des intervenants, une multiplicité des connexions entre les différents intervenants. Et donc, c'est une multiplicité des facteurs de prise de décision. Avec cette multiplicité, nous avons forcément de l'ambiguïté sur le où on va. Donc, ce VUCA word, finalement, c'est une réalité. Donc, soit on va croiser les bras et on va dire « Ouh là là, mais c'est VUCA et donc on va rester à la maison ». Je pense que si on est là pour ce forum, c'est parce qu'on veut avancer, donc on ne va pas croiser les bras en fin de compte. Et c'est pour cette raison, le VUCA word a été défini autrement. Le VUCA, V, c'est pour vision. U, c'est le understanding. Le C, c'est la clarté. Et le A, c'est l'agilité. Donc, au final, aujourd'hui, il faut qu'on ait une vision. Mais derrière cette vision, il faut qu'on arrive à comprendre les attentes des autres. Il faut qu'on ait de l'empathie. Il faut qu'on arrive à identifier nos personas. Il faut qu'on arrive à identifier les customer journey, les parcours, etc., etc. Et si on arrive à comprendre le comportement,
on arrive à comprendre les besoins, on arrive à comprendre idéalement les attentes et les intentions des uns et des autres, eh ben on aura des choses qui sont beaucoup plus claires. Mais tout ça sera régné par une agilité. Ce fameux terme que je vais peut-être caricaturer, mais hier, bien sûr, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes conférences, et peut-être, dans la matinée, j'ai entendu le terme agile et agilité au moins une 50aine de fois. Moi, je me suis dit, tant mieux pour moi. Et c'est sûr que derrière cette agilité, je vais caricaturer un peu, hein, donc j'ai besoin qu'on interagisse un peu. Derrière cette agilité, c'est sûr que vous avez eu des réunions COPIL, comité de pilotage, CODIR, COPROCH, COSUI, là où il y avait quelqu'un dans la réunion qui a eu, excusez-moi pour l'expression un peu bizarre, qui a eu des éclairs de génie, et que vous a dit, allez, à partir d'aujourd'hui, on passe en mode agile. Et puis il y avait des gens dans la salle qui avaient des points d'interrogation, d'autres qui ont eu des kezako. Kezako en japonais pour dire, oh là là, c'est quoi ça, c'est quoi ce délire? En plus, c'est un terme qui revient tout le temps, quoi. C'est vrai ou pas? Vous avez eu ça? Ouais? Vous êtes normaux, alors. Encore une caricature. C'est sûr que vous avez déjà assisté à des réunions où tous les indicateurs étaient au rouge. Et puis, il y avait quelqu'un qui faisait là le sérieux, comme quoi. Hein? Il dit, bah, pas de stratégie, changement très fréquent, échec répétitif. Et puis, il y a quelqu'un, c'est pas grave, on va dire en management que nous sommes agiles. Donc, vous imaginez cette définition déformée de l'agilité? Vous avez ça aussi? Bah oui. C'est sûr aussi, en revenant de ce joli forum, avec beaucoup de choses partagées, c'est sûr que vous allez arriver avec des roues, des modèles, des process, des techniques. Et puis vous allez trouver dans votre bureau, il y a des gens qui tirent des charrettes à roues carrées. Vous avez ça? Bah oui. Et puis, il y a plein de cailloux, il y a plein de pierres, et vous arrivez, vous dites, bah, il y a des modèles éprouvés qui existent déjà. Pourquoi réinventer la roue? Puis vous dites, non, non, on est trop occupés. Là, c'est typiquement, je vais créer un peu de jaloux, c'est typiquement les DSI qui rentrent d'événements, qui rentrent de formations, etc., qui font des réunions avec les métiers, avec les business. Et puis, ils arrivent avec leur agilité, avec leur process, leur modèle, et les gars du métier, ils disent « Ah ben non, nous, on est trop occupés là. On a des choses beaucoup plus importantes à faire. » C'est vrai ou pas? Donc ça, c'est notre vécu, en fin de compte. Ça, c'est notre vécu. C'est notre vécu parce que chacun a une interprétation, chacun a une perception de cette agilité. D'ailleurs, la preuve en est, j'espère qu'on n'a pas des personnes dans cette salle, même si, entre nous, j'en suis sûr qu'il y en a, des personnes qui ont fait des petites recherches sur YouTube pour voir le « How to be agile in 5 minutes ». Bah pour moi, les gens qui croient à ce type de vidéo, pour moi, c'est la même chose que chercher une vidéo comment devenir millionnaire en 1 semaine. C'est la même chose. Comment perdre 15 kilos en 3 jours. C'est la même chose aussi. Donc cette agilité qu'aujourd'hui a été définie comme étant un mindset, là, j'invente rien, hein, ce sont des termes que vous avez sûrement vus passer sur LinkedIn, etc., dans les conférences. C'est un mindset, c'est un ensemble de valeurs, le manifeste agile. On est itératif, on est incrémental, tous les jolis termes, hein, on est adaptatif, on est collaboratif, on est aussi value-driven. On est piloté par la valeur, donc on avance pour générer de la valeur. On est aussi quality-driven, on est piloté par la qualité, donc on est là pour générer de la qualité. La qualité, ce n'est plus un choix, ça devient un must. D'accord? Bon, histoire de faire comme si je sais faire autre chose que des caricatures, donc là, c'est le sérieux, hein, c'est la culture, l'état d'esprit, etc., etc. Mais derrière tout ça, aujourd'hui, je pense
qui a une réflexion sur le doing agile ou le being agile. Le do agile, c'est le être agile. C'est le faire de l'agilité, pardon. C'est le faire de l'agilité. Faire de l'agilité, c'est comme j'ai dit, être itératif et incrémental. Au lieu d'avoir un effet tunnel, avec de la livraison trop tardive, avec le risque, je fais de l'itératif incrémental, je fais des sprints. Peut-être il y a des personnes qui ont déjà entendu parler de cette terminologie bizarre. Des sprints, on crée un backlog. On a un incrément à la fin de chaque sprint. On appelle et on implique les parties prenantes. Et à la fin de chaque itération, j'aurai quelqu'un qui va me dire « Ah, c'est bien ». C'est trop beau pour être vrai, je vous rassure. Je n'ai jamais vu sur le terrain. Soit ils vont vous dire « C'est bien ». Et, juste pour faire plaisir à mon ami Soft Skills qui ne veut pas que je dise « C'est bien, mais », donc je vais dire « C'est bien et ». Il y a quelques insuffisances, c'était juste pour te faire plaisir. Sinon, ils vont me dire, tu es totalement out of scope, tu es totalement hors scope. Heureusement, je me suis aperçu très rapidement. Et puis, on a commencé à utiliser des outils. Nos amis Jira sont là, peut-être. Nos amis, peut-être, qui font du ADS de Microsoft, etc. Nous avons des outils, on crée des backlogs, des user stories, et de la terminologie. Puis, à vrai dire, aujourd'hui, ce n'est pas le plus important pour moi. Ça, c'est le doing agile, faire de l'agilité. Sauf que très rapidement, sur le terrain, on a eu une définition déformée de l'agilité. Genre les gars qui nous disent « let's sprint and talk later ». Allez, on va commencer un sprint et puis on en discute. Les gens qui nous disent « pas de documentation, on est agile ». Les gens qui vont nous dire « mais qui a fait échouer le sprint ?» Donc il y a un vrai problème là, à mon sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a un vrai problème. Donc aujourd'hui, on ne s'attend pas d'avoir seulement une application de pratique agile. Je pense, si je mets en balance doing agile et le being agile, à vrai dire, moi, je choisirais le be agile. Le être agile. Pourquoi être agile? Parce qu'aujourd'hui, une transformation, elle passera au moins par le people, l'humain, le product, le produit et le process. OK, côté produit, je vais améliorer des choses. Je vais organiser d'une façon itérative, etc. OK. Je vais mettre en place un process d'amélioration continue, etc., etc. Et le people. Et la dynamique d'équipe. Et l'environnement de travail. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit des choses autour de ça. John Kotter, sur son livre Accelerate, a demandé de repenser l'organisation. A beaucoup parlé du people. Il a dit que finalement, aujourd'hui, notre erreur, c'est que nous sommes en train d'essayer d'utiliser des pratiques, des structures, des paradigmes qui marchaient avec l'ancienne génération et qui, aujourd'hui, on essaye d'avoir la question, mais pourquoi ça ne marche pas avec la nouvelle? Ça ne marche pas. Ils ne sont pas bizarres en plus. Ils ne sont pas bizarres. Ils sont normaux. Peut-être nous, on est bizarres, parce qu'on ne les a pas compris. Le U tout à l'heure de VUCA, c'est understanding. Est-ce qu'on a compris ce qu'ils attendent? Je ne suis pas sûr. Je parle en entreprise, mais aussi chez vous. Chez vous, vous êtes un manager. Plutôt une manager. C'est mieux. Généralement, à la maison, c'est une manager. Mais donc, il faut repenser tout ça
Pour repenser tout ça, il y a un challenge pour le management. Il y a un challenge pour le management. C'est quoi ce challenge? C'est qu'aujourd'hui, les managers ne doivent pas se limiter à engager les gens à aller vers de la productivité, une meilleure qualité. Mais non, le manager, il doit être conscient que ce n'est pas suffisant. William Edwards Deming, peut-être certains d'entre vous ont déjà au moins croisé la fameuse roue de Deming avec le PDCA, le Plan Do Check Act. PDCA, je pense déjà, c'est agile. Je planifie mon itération, j'exécute, je fais des choses. À la fin de chaque itération, je fais un check. Je vérifie si je suis sur la bonne voie ou pas. Et je fais un adjust pour préparer l'itération suivante. D'accord? Donc, Edward Deming, il parle du challenge du manager, qui aujourd'hui, il doit aller au-delà d'une simple implication pour dire aux gens, allez, je veux que vous soyez plus productifs, je veux que vous ayez une meilleure qualité. Ils ont un challenge qui est beaucoup plus profond. Et c'est clair ici. Moi, ce que j'aime bien, ce n'est pas la première partie. C'est la toute dernière. And if you can't come, send no one. You can't delegate it. Aujourd'hui, si vous allez dire, mais c'est pas grave, je vais déléguer. Il y a des choses que tu ne peux pas déléguer. Il y a des choses où on a besoin de sponsorship. Ce sponsorship, parce que moi je suis sorti de l'agilité et pour aller petit à petit vers les managers, parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que l'on pense, c'est vrai, peut-être à un certain moment, l'agilité était seulement pour les IT, était seulement chez les DSI, mais je vous rassure les amis, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, plus que la moitié de mes clients ne sont pas, de mes clients, partenaires, amis, etc., ne sont pas dans l'IT. Même si moi je suis IT, aujourd'hui je découvre d'autres domaines. Dernièrement, juste pour partager avec vous, dans un pays ami, j'ai fait du coaching dans l'industrie minière, coaching agile. C'est un domaine, entre nous, ne le dites à personne, que je ne comprends pas du tout. Il y a des gens qui parlaient, qui donnaient des terminologies, etc., que je ne comprends pas du tout. Mais en fin de compte, moi, je suis pas là pour comprendre le métier. Moi, je suis là pour les aider, pour les inciter à apprendre, à progresser, à devenir autonomes. Donc, cette transformation agile par analogie, cette transformation managériale, je voulais dire par analogie, c'est réellement un processus de changement. Durant ce processus de changement, on doit faire évoluer l'entreprise pour inciter les gens à apprendre, à progresser et à devenir autonomes. Notre amie Sonia, hier, elle a excellé lors de son atelier autour de leadership. Et je pense qu'on avait discuté, les personnes, là, je vois beaucoup de personnes qui étaient avec nous dans la salle. On avait parlé du chef d'orchestre. On avait parlé de la culture de feedback. On avait parlé de l'entraîneur de football qui finalement lorsque je prends un chef d'orchestre, il fait quoi? Peut-être il nous paraît bizarre. Il fait des choses... En plus, il fait le dos au public. Je ne sais pas si c'est beau ce qu'il fait. Mais quand même, il s'occupe de son équipe. Pour que son équipe soit harmonieuse. Et surtout, lorsque j'ai une multiplicité, j'ai une multidisciplinarité, la cross-functionality. Si j'ai une multidisciplinarité, j'ai besoin de ce chef d'orchestre.
Et à mon sens, le manager aujourd'hui doit avoir en tête qu'il est là, pas en tant que leader seulement, mais en tant que leader serviteur. A servant leader. Le manager est là, peut-être il va faire des choses, pas pour lui, mais pour les autres. Et lorsqu'on améliore nos process, eh ben, résultat direct, amélioration du business. D'accord? Alors, mais bien évidemment, lorsque je dis un process de changement, c'est que, et comment nous avons des personnes qui vont résister, nous avons des personnes qui vont avoir de la réticence au changement. Tout à l'heure, j'avais parlé du manifeste agile et j'ai dit il y a des valeurs, il y a des principes, etc. Si demain, en rentrant du forum DSI, vous arrivez et vous dites « Oh les mains, personne ne bouge, je vous ai apporté des modèles. » Et vous allez les appliquer. Bien évidemment, personne ne va vous suivre, hein, juste pour vous rassurer. Personne ne va vous suivre. Finalement, c'est un projet de transformation. Allez, je vais me permettre, un vendredi après-midi, je sais que vous êtes fatigués, donc je vais ajouter une couche et je vais dire une phrase philosophique. À mon avis, dans cette transformation, on va faire de l'agilité dans l'agilité. Je sais que ce n'est pas un truc d'un vendredi après-midi, mais ce n'est pas grave. Lorsque je dis agilité dans l'agilité, c'est que même cette transformation, elle sera gérée d'une façon agile. On va avoir de l'amélioration continue. On aura des échecs. Ce n'est pas grave. Même Edward Deming a dit PDCA. A mis sa roue de Deming qui monte une pente et qui dit par la cinématique, la physique, etc., naturellement, la pente, elle va rebrousser chemin. La roue, sur une pente, elle va rebrousser chemin. Donc, il a mis une cale. Cette cale, ce sont les modèles qui sont éprouvés. Donc, soyez sûrs, on n'est pas là pour réinventer la roue. Il y a des modèles. Tous vos problèmes, et vous pensez que vous êtes les seuls à les avoir, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tous vos problèmes sont des problèmes classiques. Pour l'anecdote, parfois, j'ai des gens qui me racontent des choses dans les formations, dans les missions, etc. Et ils commencent à dire des choses, et moi je continue, je fais un fill in the blanks, je continue. Il me dit, tu étais avec nous? Et je dis, ben non. Ben, ce que vous avez, c'est du classique, ça. Ah bon? Nous, on pensait qu'il y a ce problème seulement chez nous. Et il faut qu'on change, il faut qu'on casse ces paradigmes. Ici, en Tunisie, on me dit « Ah, ça, c'est typiquement tunisien. Hein. L'agilité, c'est pas pour nous. » Nos amis marocains, j'y étais il y a 3 jours. On dit « Ah, ça, c'est typiquement marocain. » Nos amis dernièrement, j'ai accompagné le projet e-Burkina, qui est la digitalisation de toute l'administration publique burkinabé. C'est un big projet. Ben, ils m'ont dit, ça c'est typiquement nous. Hein. Tous ces échecs, c'est nous. Ben, je leur ai dit, ben non, c'est pas vous, c'est humain. Donc c'est pour cette raison on a besoin. Je sais que certaines personnes n'aiment pas le terme transformation parce que parfois il y a des gens qui auront peur. Ben, mais c'est une transformation. Mais cette transformation, elle va se faire petit à petit. Cette transformation, on doit accepter l'erreur. On doit avoir le courage d'essayer de nouvelles choses. On doit avoir le courage d'avoir une culture de feedback et pas une culture de blâme. Vous savez ce que c'est que la blame culture? Ouais? Vous en avez chez vous? Oui! La culture de blâme, si je fais une erreur, cette erreur est retenue contre moi. Mais ça sert à quoi?
Si je fais des blâmes, c'est que automatiquement, je ne serai plus transparent, moi. La prochaine fois, si j'ai un problème, je ne vais pas le partager parce que ça sera retenu contre moi. Et donc, s'il n'y a plus de partage, il n'y aura plus de transparence. Donc, il n'y aura plus de transparence, il n'y aura plus de focus. On ne va plus se concentrer sur le même objectif. Donc, il n'y aura plus de confiance. Donc, il faut qu'on accepte que nous sommes là pour essayer d'avancer petit à petit. Donc, ayez le courage de faire ça. Ayez le courage de se transformer. Ayez le courage de changer. Et derrière tout ça, peut-être les histoires des conflits intergénérationnels ont ajouté une petite couche. Et même, durant ce forum, j'ai rencontré des amis qui me disaient « Ah, moi, j'étais en entretien et le gars, il était bizarre. » Non, il n'est pas bizarre. Il est normal. Il est normal. Peut-être aujourd'hui, c'est une minorité encore. Mais dans quelques années, ils seront la majorité. Donc, qu'est-ce que tu as préparé, toi, manager, pour les intégrer? Est-ce que tu as préparé le onboarding? Aujourd'hui, en entretien, c'est le candidat qui te demande « Qu'est-ce que vous allez m'offrir ?» Ça change aujourd'hui. Ça change. C'est vrai ou pas? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, bien sûr, il faut qu'on ait les pieds sur terre. Depuis tout à l'heure, je parle de ce changement dans le mindset du manager. Ce manager qui doit faire les choses petit à petit. Il faut avoir de la vision. Je reprends mon VUCA. Il faut avoir de la vision. Pourquoi le titre était « Agile et pas fragile » Parce que parfois, il y a certaines personnes qui croient qu'être agile, c'est de se réveiller un beau matin et je mets ma main dans ma poche. Généralement, ce sont les métiers qui font comme ça, au DSI. Et je te donne un nouveau besoin, si tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas agile, toi. Le mot magique. Donc aujourd'hui, on ne se réveille pas le matin pour changer. Il faut avoir une vision. Il faut qu'on comprenne, j'ai dit tout à l'heure, les attentes et les intentions. Il faut que les choses deviennent de plus en plus claires. Et je mets peut-être cette transformation managériale, c'est le but ultime, c'est le ultimate goal. Mais entre-temps, il y a des intermediate goals, des buts intermédiaires. C'est clair? Donc, tout ça c'est très important pour vous dire, malheureusement, moi j'ai essayé de faire le jeu de mots sur le titre, agile mais pas fragile. Mais j'ai rencontré des managers qui ont de l'argile aussi. C'est bouché, hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est bouché. Ça passe pas. Ça passe pas. Et ils tiennent à dire, mais pourquoi ça marchait? Parce que tout simplement, il y a eu du changement. Même les besoins en termes de motivation de cette nouvelle génération ne sont plus forcément les mêmes. Vous avez peut-être tous vu, entendu parler de la pyramide de Maslow, physiologique, etc. Ok, bravo. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Je ne suis même pas sûr. D'ailleurs, pour les personnes qui aimeraient avoir plus de détails, il y a un nouveau modèle, le modèle de Daniel Pink, pour la motivation intrinsèque de cette nouvelle génération. Ils ont d'autres critères de motivation intrinsèque. La première chose, c'est l'autonomie. Monsieur manager, apprends à déléguer, s'il te plaît. Ils veulent un minimum de contraintes. C'est pour cette raison. Ils lâchent de grosses boîtes, des institutions financières, des telcos, de très grosses boîtes. Ils vont chez des startups. Parce qu'ils ont beaucoup d'autonomie. Autre chose, le mastery, la maîtrise.
après l'autonomie, ils ont besoin de maîtrise. Un collaborateur qui sait un peu de tout, peut-être ça ne le motive plus. Moi, je veux avoir de la maîtrise. La troisième chose, c'est le purpose. Pourquoi je suis en train de faire ça? Et c'est pour cette raison. Les jeunes aujourd'hui, peut-être, ils sont un peu trop impliqués, même dans la société civile, etc., etc. Donc, c'est une autre perception de la chose. C'est une autre... ce sont d'autres critères de motivation. Nous, on doit se préparer à tout ça. Pour se préparer à ça, il faudra quand même que cette transformation managériale ne soit pas brusque. Il faut que cette transformation managériale ne soit pas du prêt-à-porter. S'il vous plaît, n'importez pas des transformations managériales. Vous n'êtes pas sûr que ça va marcher chez vous. C'est pour cette raison, sur le terrain, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour avoir cette agilité au niveau de la transformation managériale, la première chose, on fait un état des lieux. Moi, je fais une petite métaphore, peut-être très simple. Moi, je dis, notre boulot, c'est comme un médecin. Mais est-ce qu'un médecin fabrique des médicaments? Non. Il fait quoi? Il fait de la prescription, exactement. Nous aussi, aujourd'hui, on ne fabrique pas des modèles techniques, process, etc. On fait quoi? On prescrit. Mais sur la base de quoi? Sur la base d'un diagnostic. Pour revenir à tout à l'heure, pour avoir l'enchaînement TRISA. D'accord? Donc, je parlais de People, Product, Process. On fait un état des lieux, un état de maturité sur le People, Product, Process. On ajoute une autre couche qui est la Organizational Agility. Cette Organizational Agility qui sort des équipes pour parler de Agile HR. Oui, ça existe. Pour parler de Agile Marketing, ça existe aussi, des modèles qui sont éprouvés. Donc, on ne va pas réinventer la roue, encore une fois. Après cette première étape, d'état des lieux, de diagnostic, on fait quoi? On commence à faire un renforcement de capacité. Pourquoi faire? Pour que tout le monde puisse parler le même jargon. Il y a un risque. Attention, je sais qu'aujourd'hui, en termes d'agilité, et les DSI sont en avance dans quasiment toutes les structures. Mais attention, il y a un risque, c'est d'avoir une structure à 2 vitesses. Aujourd'hui, déjà, mes amis DSI, déjà vous parlez en utilisant un jargon bizarre, qu'on ne comprend pas. Là, je me mets à la place des métiers. On ne comprend pas ce que vous dites. Demain, vous allez dire à nous, on est agile, et vous commencez à utiliser d'autres termes, nous allons avoir un gap qui est beaucoup plus important. Donc, il faut avoir une mise à niveau, il faut avoir un renforcement de capacité pour que les gens puissent commencer, à parler déjà, à interagir, à collaborer. Par la suite, le one-shot n'existe pas. Là, je vous parle de retour sur expérience. Le one-shot n'existe pas. Prenez des projets pilotes, commencez avec ces projets pilotes d'une façon agile, montrez la valeur ajoutée de cette agilité, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir ancrer petit à petit le changement. Lorsque vous allez confirmer l'apport de cette agilité, ça fera un effet contagion, puisqu'il y aura des gens du métier qui viendront vous voir pour vous dire « Et nous, ça sera pour quand ?» Et là, vous commencez à embarquer avec vous les différents métiers. Et ainsi de suite. Hier, je pense, Jean-Pierre aussi avait parlé ce que nous appelons aujourd'hui les communities of practice. Je ne me rappelle plus du terme que vous aviez utilisé. Mais aujourd'hui, on parle de communities of practice, les communautés de pratique, d'accord?
pour que ça puisse petit à petit avoir cette transformation du mindset au sein de l'équipe. Et l'objectif final, c'est d'assurer cette généralisation du nouveau mindset. L'objectif final, c'est le accelerate. Le accelerate parce que, au final, aujourd'hui, lorsque je dis que nous sommes agiles et pas fragiles, j'espère que vous voyez maintenant le jeu de mots, c'est que il faut qu'on ose le changement et derrière cela, moi j'aimerais interagir avec vous, donc je vais essayer de clôturer. Je vais vous donner juste 3 petits conseils. Premier conseil, fail fast. Fail fast. Si vous allez échouer, autant échouer rapidement. Magnifique. Deuxième, learn fast. Learn fast. Apprentissage rapide. Troisième, improve fast. L'amélioration rapide. Là, peut-être, je suis en train de le dire, fail fast, learn fast, improve fast. Je pense dans les différents jargons, je vais le dire en français pour nos amis, je pense que nous avons tous déjà entendu des gens qui nous disent « Si tu prends le mauvais train, essaye de descendre à la première station. Sinon, le prix du ticket du retour, il sera plus cher. » Eh bien, c'est ça, en fait. C'est ça. Mon ami qui me dit « Pourquoi le fail ?» Bah, vous savez pourquoi moi je parle que du fail fast? Parce que la première leçon au journalisme, on leur dit « Un journaliste ne s'intéresse jamais au train qui arrive à l'heure. » En parlant hein? Donc moi, les cas où ça marche, bravo. Bah, après, mais à quel coût hein? Là, ça se discute. Peut-être c'est votre perception que ça marche. Mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une perception qui est partagée? Donc, pour moi, un train qui arrive à l'heure ne m'intéresse pas. Mais je mets une petite étoile, j'ajouterai à quel coût. Mais, s'il vous plaît, please, osez le changement, osez le changement, osez le changement, et au final, think agile, be agile. Merci. Merci beaucoup. Ne partez pas, s'il vous plaît. Ok, je suis là. Je suppose qu'il y a quelques questions dans la salle. N'hésitez pas, je vous en prie. Merci. Parler de transformation managériale face à des managers, c'est que c'est soit ils sont déjà agiles, soit ils sont déjà fragiles, soit ils ont de l'argile. Moi, je préfère la première option. J'en apprends vraiment. Des questions, s'il vous plaît. Oui. Le rapidement, c'est relatif. Alors, en fait, c'est vrai, moi, j'ai essayé de parler d'une façon un peu générique. Bien évidemment, lorsqu'on dit... En plus, là, c'est mieux. Alors, en fait, c'est vrai que tout à l'heure, moi, j'ai essayé de parler d'une façon générale pour parler niveau management. Mais réellement, sur le terrain, nous avons des indicateurs. Nous avons des OKR. Et ce sont ces indicateurs, encore une fois, on ne va pas les réinventer, des indicateurs qui existent déjà, qui vont très rapidement nous permettre d'avoir une petite sonnette d'alarme pour dire « Hé, mon ami, si tu avances comme ça,
ah ben, tu ne seras pas sur la bonne voie. En fait, l'agilité, elle ne va pas éliminer les risques. Soyons réalistes. On ne va pas éliminer les risques. Le risque zéro n'existe pas. Je n'en ai jamais vu. Mais par contre, on est là pour essayer de réduire et de maîtriser les risques. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, s'il y a de l'argile, bah, comment l'éliminer? Bah, il faut déjà commencer. Il faut déjà commencer. Lorsque vous me dites comment éliminer l'argile, mais est-ce que vous avez préparé l'environnement? Est-ce que vous avez préparé le contexte? Est-ce que vous avez préparé la culture d'entreprise? Est-ce que vous avez préparé les personnes pour ça? Donc la question, elle est très profonde en fait. Donc, ouais, bah, on commence. On n'aura pas une élimination totale dès le premier jour, mais on prépare le terrain pour que ça s'améliore. Et là, il y a des frameworks qui existent déjà. Moi, je n'ai pas voulu parler de choses très pointues. J'ai voulu être un peu générique. C'est fait exprès, parce qu'il y a différentes disciplines ici dans la salle. Donc, j'ai essayé d'être... Mais les pratiques, les frameworks, les process, etc. existent déjà. Hein. Encore une fois, ce sont des modèles qui existent et des modèles qui sont éprouvés. Autre question? Oui? Une question par là? Merci. Test, ouais. Vous avez recommandé que pour passer à l'Agile Organization, qu'on doit partir petit à petit. On ne doit pas faire le one-shot, mais plutôt projet par projet. Comment savoir par quoi commencer, par quel projet, comment on peut prioriser ces projets-là? Et à un certain temps, on aura des projets qui sont Agile et d'autres qui ne sont pas. Donc, comment on peut faire ça? Alors, c'est joli ce que vous dites. Ouais. Alors, bien sûr, on fait de la priorisation qui est basée sur la valeur. Et vous allez me dire, mais c'est quoi la définition de la valeur? Même tout à l'heure, j'ai dit le value driven. On est piloté par la valeur. La valeur, ça peut être la customer satisfaction. Je peux prioriser les projets qui vont me permettre d'avoir une meilleure satisfaction du client. Okay? La valeur peut être calculée sur la base des revenue or benefits. La valeur peut être calculée sur la base de image or reputation. On fait un projet pour améliorer l'image, pour améliorer la réputation. La valeur peut être encapsulée dans ce qu'on appelle la innovation rate, le taux d'innovation. Je fais, par exemple, je commence des projets agiles dans les projets d'innovation. En plus, ça marche très bien. La valeur, ça peut être par rapport à la compliance achieved, la conformité, le knowledge gained. La valeur peut être aussi par rapport, tout à l'heure j'ai dit customer satisfaction, pour continuer tout le tour, ça peut être le employee satisfaction. Première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse, en fait, malheureusement, je sais que ça ne vous... c'est pas vous, c'est les autres. Ouais, les autres, c'est pas vous. En fait, les managers ne savent pas calculer quelque chose qui s'appelle le cost of delay, le coût du retard. On ne sait pas calculer le coût du retard. Donc la valeur, qu'est-ce qui me rapporte le plus de valeur? Quels sont les projets avec lesquels je dois commencer? Sont les projets là où le coût du retard est très important. Le coût du retard peut être calculé par la business value, la criticité, opportunity enablement, par rapport risk reduction. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis tout ça? Vous allez peut-être dire, non mais Slim, mais vous êtes en train... Mais encore une fois, pour vous dire, vous voyez, par rapport à votre question, il y a des indicateurs qui existent déjà. Donc, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des indicateurs, il y a des formules, etc. Et pour choisir. Parce que sinon, le risque de commencer one shot, c'est avoir un effet tunnel. Je vous en prie. Autre question? C'est gratuit aujourd'hui parce que c'est le vendredi. Allez.
Merci, merci. On a 3 minutes. Merci, Slim. Ma question, je me pose toujours la question, et je vous la pose maintenant. Est-ce qu'il n'est pas encore grand temps d'utiliser nos modèles à nous? Jusque-là, on utilise des modèles comme le Deming, la hiérarchie de Maslow, ainsi de suite. Mais réellement, peut-être qu'on n'avance pas aussi vite parce que nous devons avoir nos modèles à nous. Parce que la question, pourquoi on n'arrive pas à aller fast comme eux? Peut-être qu'il nous faut d'autres modèles. Moi, je pense par exemple aux facteurs climatiques. Peut-être pour les pays chauds, il faut avoir un modèle, ainsi de suite. Pour le cas de la Tunisie, je pense qu'il y a un facteur dans la roue de Deming, ou bien dans l'agilité, qui s'appelle syndicat. Faut-il introduire un autre facteur syndicat pour aller plus vite? Peut-être. Alors, je vais... encore une fois, il y a deux parties dans ma réponse. Effectivement, moi, j'utilise le verbe tropicaliser. Les modèles qui existent déjà, qui sont déjà éprouvés, moi, j'essaie toujours de les tropicaliser. Tropicaliser, c'est-à-dire les adapter par rapport à notre contexte. Mais le modèle de Deming, lui aussi, il dit, vous voyez l'angle du modèle de Deming, l'angle, la pente, c'est l'environnement. Peut-être sur notre environnement, il y a le syndicat, il y a autre chose, peut-être il y a la culture d'entreprise, peut-être il y a plein de choses. Mais malheureusement, nous, c'est ça le agile versus fragile. Nous, on pense que, allez, on se réveille le matin, on met 4 valeurs, on met 12 principes, on met Scrum, XP, Kanban, Safeless, DAD, etc., DSDM, FDD, et puis c'est bon, on est agile. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, vous avez remarqué, je les ai même pas prononcés. Juste là pour l'exemple. Donc, je les ai même pas prononcés. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas sûr que ce sont les bons modèles. Donc, effectivement, je confirme. Moi, j'essaie toujours de tropicaliser. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, là, ça donne un sens à l'étape qui est l'état des lieux, le diagnostic. Si on voulait utiliser des modèles qui sont prêts à l'emploi, prêts à manger, prêts à consommer, prêts à porter, etc., dans ce cas, on n'aurait pas fait le diagnostic. Donc, le diagnostic, il nous permettra de faire quoi? De dire, si nous avons de bonnes choses, nous avons des avantages, nous avons des atouts, on va s'applaudir, hein, on va se dire tant mieux pour nous. Mais s'il y a des pain points, on va les prioriser. Je reviens à la question de tout à l'heure de la priorisation. Je priorise. Est-ce que je vais tout attaquer d'un seul coup et en un seul lot? On ne pourra pas. Et encore une fois, tac, 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 tac. Donc oui, tropicaliser, c'est avec un T majuscule. Ouais. Mais en même temps, ne pas réinventer la roue. Parce qu'on risque, lorsqu'on réinvente la roue, on risque de tirer une charrette à roue carrée. Parce que réinventer la roue, parfois, si je complète toute la phrase, parfois c'est réinventer la roue carrée, qui ne répond même pas aux besoins. Donc, pourquoi ne pas capitaliser? C'est ça le learn fast, improve fast, learn fast, improve fast. Et ça, la rapidité, à mon sens, elle est là. C'est au niveau du learn fast, improve fast. Je pense qu'il y a une question derrière, je pense. Vous aviez une question, non? Jean-Pierre? Ouais. Oui, juste un commentaire pour ne pas rajouter. Je trouve que votre présentation est très vivante et très tonique. Elle m'inspire, et je conseille à tout le monde la lecture de Antifragile de Taleb. Taleb, c'est quelqu'un qui avait écrit Les Signes Noirs, donc qui est la Bible de tous les gens qui parlent d'imprévision. Et je trouve que c'est un livre tout à fait passionnant. Et on lui avait reproché de dire, oui, mais les signes noirs, ça nous arrive, mais qu'est-ce qu'on fait? Et il a écrit Antifragile, et qui est un bouquin extrêmement intéressant, sympa, facile à lire, parce que ça ne se lit pas comme un bouquin de management, mais il y a beaucoup, comme vous le faites, de vécu, d'humour, de clin d'œil. Et en fait, tout ce qu'il nous faut faire, à nous tous, c'est fabriquer des systèmes antifragiles. Parce que c'est quoi la fragilité? On ne sait pas. On ne sait pas d'où vient le choc. On ne sait pas. On a eu la Covid, mais demain, ça peut être plein d'autres choses. On a la guerre en Ukraine. Quand Jacques Chirac disait quand les mères de vol, elles volent en escadrille, à juste titre, et je pense que c'était un grand spécialiste. Donc il faut bien se préparer
réellement à l'imprévisible. Et c'est pour ça que Antifragile, c'est assez amusant. Par ailleurs, sur les modèles, moi j'aime bien cette notion de tropicalisation, parce qu'il ne faut pas devenir fétichiste du modèle. Aucun modèle ne répond à tous les problèmes. Ce n'est pas parce qu'on a un marteau que tous les problèmes ont des têtes de clous. Un tournevis, ça peut être utile aussi. Mais ce qui est rassurant dans cette affaire, c'est que la fameuse roue de Deming, PDCA, c'est un modèle très générique qui a inspiré tous les modèles sur la qualité totale, qui a inspiré le modèle COBIT pour le système d'information, parce que, en fait, c'est une dynamique absolument naturelle que l'enfant suit dès ses premiers jours. Qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Il écoute, il regarde, il essaye, il se casse la figure, il écoute, il regarde, il corrige. Et ainsi de suite. C'est pour ça que dans la dynamique de la croissance de l'enfant, on trouve toutes les leçons que nous, adultes, on a oubliées. Parce qu'on est arrogant, parce qu'on est devenu stupide, parce qu'on veut répéter ce qu'on a appris sans être ouvert et perméable au changement. Et ça, je trouve que le modèle, ce n'est pas un outil absolu, c'est vraiment une aide, un guide, et ce n'est certainement pas de l'argile. Merci. Alors, juste pour ajouter, parce que là, on me fait signe qu'on n'a plus le temps, en fait, George Box, qui est l'un des plus grands statisticiens, etc., il a dit « Tous les modèles sont faux, certains sont utiles ». Et je pense qu'on est là. C'est faux, on ne pourra pas l'appliquer tel quel. Et c'est de là où ça vient cette tropicalisation, en quelque sorte. Donc, le modèle est faux, mais c'est utile. Donc, comment capitaliser et l'utiliser et aller de l'avant et faire de l'amélioration continue? Je vous ai dit 30 secondes, là j'en ai pris 26 secondes. Je vous laisse les 4. Merci.